La figure de Heinrich Himmler s'est dressée comme l'une des plus sombres du XXe siècle, non par des discours enflammés ni par un charisme attirant les foules, mais par la précision avec laquelle il a transformé la bureaucratie en un instrument d'extermination. Tandis que d'autres dignitaires nazis cherchaient à briller par des gestes et des paroles, il opérait en silence, créant une structure qui convertissait chaque enregistrement, chaque dossier et chaque ordre écrit en partie d'un engrenage de mort. Son obsession du contrôle l'a mené à concevoir des réseaux policiers, allant de la surveillance quotidienne jusqu'à l'élimination systématique de ceux qui étaient considérés comme des ennemis du régime, avec une efficacité qui dissimulait l'atroce sous des chiffres, des calendriers et des termes techniques. Derrière une apparence grise et une vie privée sans ostentation, il a dirigé l'un des systèmes de répression les plus vastes et méticuleux de l'histoire, capable de transformer des territoires entiers en laboratoires de terreur planifiés. Quel fut son sort au milieu de l'effondrement du Reich, qu'il a lui-même aidé à soutenir jusqu'au dernier moment. L'ascension de l'ordre implacable, l'Allemagne avant le nouveau maître. Quand la Première Guerre mondiale prit fin, l'Allemagne se trouva soumise à des conditions imposées qui altérèrent complètement sa situation politique, territoriale et économique. Au milieu de ce paysage, les autorités qui tentaient de maintenir un certain ordre étaient confrontées à une population mécontente, et de nombreuses décisions semblaient insuffisantes pour stopper le malaise qui grandissait dans les rues. Les promesses de reconstruction se heurtaient à la réalité quotidienne, où chaque famille ressentait le poids d'une défaite que tous n'acceptèrent pas comme juste. Ce désaccord silencieux ne s'exprimait pas seulement dans les journaux, il se manifestait aussi dans des groupes qui rejetaient toute tentative de collaboration avec les puissances victorieuses. Au milieu de ce scénario, commencèrent à surgir des discours qui parlaient de trahison, de décadence interne et de la nécessité de récupérer le contrôle de l'intérieur. Personne ne parlait encore d'une nouvelle guerre, mais les paroles qui circulaient avec force parmi les plus jeunes pointaient déjà vers un changement profond. Les institutions tentaient de contenir les tensions sans altérer la fragile structure qui soutenait encore la vie politique du pays. Simultanément, dans de petits villages et des cités industrielles, certains groupements nouveaux gagnaient rapidement en force. Bien que beaucoup ne dépassassent pas de simples réunions ou des bulletins imprimés, d'autres commençaient à attirer l'attention par la fermeté avec laquelle ils défiaient l'ordre légal. Le pouvoir militaire avait été réduit par les traités, mais certains officiers retraités restaient des figures respectées dans des secteurs qui ne cachaient pas leur nostalgie pour les années antérieures. Les rues se remplissaient d'affiches, de réunions improvisées et de symboles qui reprenaient de vieux emblèmes sous un nouveau discours. Cet élan s'alimentait de la frustration, mais aussi d'une vision qui commençait à prendre forme dans des cercles déterminés où l'on parlait d'unité, de force interne et d'identité collective. Durant la décennie suivante, l'instabilité fut constante. Aucune coalition ne parvenait à se maintenir fermement pour longtemps, et chaque nouvelle tentative de gouvernement semblait plus faible que la précédente. Les tensions sociales grandissaient, non seulement par le manque de travail ou l'augmentation des prix, mais aussi par les affrontements qui éclataient aux marges du système. Des groupes aux idéologies opposées s'affrontaient dans les rues tandis que les institutions tentaient de conserver une apparence de normalité. La structure qui restait de l'ancien ordre essayait de s'adapter sans perdre ses privilèges, et beaucoup cherchaient refuge dans des discours qui offraient une direction claire, sans ambiguïté ni concession. Les idées circulaient avec force, parfois déguisées en propositions économiques, d'autres fois comme des appels au devoir collectif. Les nouvelles générations grandissaient avec cette tension présente dans chaque recoin, et la possibilité d'une transformation radicale ne semblait plus lointaine. Les années passaient et le langage politique se durcissait. Les alliances changeaient rapidement, les accusations croisées étaient constantes, et les décisions qui se prenaient dans les espaces de pouvoir répondaient davantage à la peur qu'à un plan. Pendant ce temps, certaines associations qui étaient jusque-là marginales commençaient à apparaître dans les journaux et à la radio. Leur présence devenait plus visible, et leurs dirigeants commençaient à occuper des espaces qui leur étaient auparavant refusés. L'attention se déplaçait vers des figures qui parlaient de restauration, d'ordre, de direction ferme. Ce type de message se propageait facilement parmi ceux qui ne croyaient plus dans les mécanismes existants. Peu à peu, quelques noms gagnaient des adeptes et commençaient à être écoutés par ceux qui avaient de l'influence. Les propositions étaient simples:
répétitive et sans fissure. Elles n'appelèrent pas au consensus, mais à l'imposition d'une vision unique sur la manière dont la vie devait être organisée à l'intérieur du pays. Au milieu de cette transformation, les institutions traditionnelles continuaient de s'affaiblir. Les règles qui soutenaient la vie politique étaient modifiées pour laisser place à un nouveau type d'autorité. Certains acceptaient ces changements sans résistance, d'autres les justifiaient par commodité ou par crainte. La structure légale s'ajustait pour permettre des formes de contrôle plus directes, tandis que les voix critiques étaient écartées sans besoin de grands gestes. Dans cet environnement, les décisions n'étaient plus prises par consensus, mais par des instructions qui descendaient rapidement et étaient appliquées sans discussion. L'idée d'obéissance commençait à occuper la place qui revenait auparavant au débat. Les structures qui restaient de l'ordre antérieur étaient absorbées par une logique qui rejetait toute forme d'opposition. Les espaces publics changeaient, les symboles s'adaptaient, les normes s'unifiaient. Il ne s'agissait plus de convaincre, mais d'imposer sans alternative. Dès ce moment, les frontières cessèrent d'être de simples limites territoriales. Les autorités se concentrèrent à donner forme à un projet qui étendrait leur contrôle au-delà de ce qui était établi. On parlait d'espace, d'expansion, de réaménagement. Les conversations diplomatiques étaient remplacées par des décisions unilatérales. Quelques pays tentaient d'avertir de ce qui s'annonçait, mais leurs avertissements ne trouvaient pas d'écho. Les actions n'étaient pas dissimulées. Elles étaient progressives. À chaque mouvement, la réaction internationale devenait plus faible. La possibilité d'un conflit majeur ne semblait plus improbable, mais beaucoup insistaient pour l'éviter à tout prix. Dans cet environnement, les discours internes se radicalisaient encore plus. Il ne s'agissait plus seulement de diriger le pays, mais de projeter un modèle vers l'extérieur, de modifier la carte, d'écarter ceux qui ne s'intégrèrent pas. Avec le passage du temps, les décisions devinrent plus agressives. On signait des pactes, on traçait des lignes, on organisait des interventions qui dans un autre contexte auraient été impensables. Les images qui auparavant étaient restreintes à certains secteurs devinrent communes dans les journaux, les écoles et les rues. La structure se renforçait, non avec de nouvelles idées, mais avec l'application rigoureuse de ce qui était déjà établi. Les lois s'adaptaient pour faciliter certaines mesures, et les postes clés étaient occupés par des personnes choisies pour leur disposition à exécuter sans remettre en question. Dans les réunions les plus fermées, on discutait de plans qui ne considéraient plus d'alternatives. Dans ce contexte, ce n'était pas le nom d'un individu qui ressortait, mais une logique entière qui n'avait plus besoin de justification. Le pouvoir devenait anonyme, opérationnel, centré sur l'efficacité. Les équilibres antérieurs restaient derrière, remplacés par une chaîne de décision verticale qui avançait sans pause. Qui avait réussi à installer cette nouvelle forme de contrôle sans bruit, sans discours, seulement avec la force d'une machinerie qui semblait fonctionner seule? Le garçon obsédé par la pureté. Heinrich Himmler naquit à Munich au début du XXe siècle, dans un foyer où l'obéissance et la correction étaient plus que des normes. Elles étaient des piliers qui définissaient le comportement quotidien. Et dès ses premières années, il absorba une idée très claire de ce que signifiait être bien éduqué, respecter la hiérarchie et garder le contrôle de soi-même, où l'honneur de la famille et l'image publique n'étaient pas négociables. Son père, qui avait été le précepteur du futur roi de Bavière, maintenait un comportement sévère, exigeant, attentif aux moindres détails, ce qui se traduisait par une vie quotidienne marquée par les rituels, l'étude constante, la prière méticuleuse et la surveillance permanente des actes et pensées de ses enfants. Dans cette atmosphère de discipline, Himmler grandit entouré de symboles catholiques, d'images de saints, de règles strictes de comportement, de respect des autorités et d'un rejet implicite envers toute forme de faiblesse ou de déviation morale, ce qui marquerait son caractère pour toujours. À mesure qu'il grandissait, Heinrich développa une obsession pour l'ordre, la propreté et la correction, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel et racial. Dès son plus jeune âge, il tenait un journal où il notait avec méticulosité non seulement ce qu'il faisait, mais aussi ce qu'il pensait de son entourage, ce qu'il souhaitait changer en lui-même, les buts qu'il devait atteindre pour être plus fort, plus pur, plus digne de respect. Ces annotations montrent une mentalité rigide, avec une auto-exigence presque maladive, et un sentiment de culpabilité permanent de ne pas atteindre ses propres standards.
Il censurait ses pensées impures, critiquait ses propres émotions et élaborait des plans pour dominer son corps et ses désirs, avec la même froideur que celle avec laquelle on ordonnait d'accomplir une routine d'exercice ou d'études. La religion catholique, loin d'être une expérience spirituelle chaleureuse, fonctionnait dans son esprit comme un code de discipline qui lui rappelait son devoir de se soumettre à un idéal de perfection qu'il ne semblait jamais atteindre tout à fait. Durant les années de l'adolescence, Himmler commença à manifester un intérêt pour les thèmes de race, de pureté et de sacrifice. Il ne s'agissait pas seulement d'un jeune homme curieux de l'histoire ou des cultures anciennes, mais de quelqu'un qui, déjà très tôt, filtrait tout à travers un regard hiérarchique, excluant et basé sur la supériorité de ce qui est allemand face à ce qui est étranger, de ce qui est sain face à ce qui est malade, de ce qui est moral face à ce qui est déviant. Il n'y a dans ses écrits aucune expression de doute, de jeu ou d'exploration ouverte. Tout ce qui apparaissait en dehors du cadre de sa morale personnelle était perçu comme une menace, une impureté ou une faiblesse. Il lisait sur la guerre, sur les campagnes militaires du passé, sur les martyrs religieux, sur les chevaliers qui défendaient des idéaux invariables, et il se sentait attiré par ces figures qui se sacrifiaient au nom d'une cause supérieure, où la mort était une forme de rédemption, et la violence, si elle était justifiée par un idéal, n'était pas un crime, mais une expression de courage. Dans l'environnement familial régnait une admiration pour ce qui était traditionnel, pour ce qui était aristocratique, pour ce qui était nationaliste, et bien que son père ne se déclarât pas antisémite, il partageait beaucoup d'idées sur la nécessité de conserver les racines allemandes, l'unité du peuple et la défense des coutumes face à ce qui venait de l'extérieur. Cette atmosphère influença de manière directe Himmler, qui au fil des ans incorpora des idées plus radicales sur la race, le sang et la nation. Dans sa jeunesse, il montrait déjà une vision déformée de la femme, qu'il voyait comme un être qui devait être pur, réservé, obéissant et moralement irréprochable. Dans ses journaux, il n'y a pas de trace d'un désir amoureux libre ou spontané, mais l'attente de trouver une compagne qui corresponde à son schéma de pureté, de fidélité et de maternité fonctionnelle au projet national. En même temps, cette répression émotionnelle coïncidait avec ses difficultés sexuelles, qu'il reconnaissait dans ses écrits avec un mélange de honte, de frustration et de détermination à se corriger par l'autocontrôle. Cette impuissance n'était pas seulement physique, c'était aussi une incapacité à se connecter à l'humain depuis un lieu de vulnérabilité ou d'affection. En arrivant à l'université, Heinrich Himmler commença à étudier l'agronomie, bien que ses véritables intérêts restassent centrés sur ce qui était idéologique, spirituel, racial. Alors qu'il assistait aux cours, il passait des heures à écrire sur le destin du peuple allemand, la nécessité de régénérer la nation, la lutte contre la décadence morale, et le devoir pour les jeunes comme lui de devenir une nouvelle élite qui guiderait le pays vers la restauration de ses valeurs perdues. Au cours de ces années, il ne faisait pas encore partie d'un quelconque parti politique, mais il était déjà en contact avec des groupes étudiants nationalistes et paramilitaires qui rejetaient la République de Weimar, méprisaient le parlementarisme et rêvaient d'une renaissance de l'esprit germanique. Ces organisations, souvent petites, avec des accents ésotériques ou chevaleresques, offraient à Himmler un espace où il pouvait projeter son identité obsessionnelle dans un cadre d'action concrète, où il pouvait canaliser ses frustrations personnelles en discours sur la pureté raciale, l'honneur national et la nécessité de sacrifice. Ce fut également pendant cette période qu'il se rapprocha de cercles nettement antisémites, non pas de manière marginale ou fortuite, mais comme partie d'une recherche consciente d'appartenance, de réaffirmation idéologique, de cohérence avec ses propres croyances sur l'ordre et la propreté désormais appliqués au corps collectif du peuple allemand. Il commença à lire des textes qui accusaient les Juifs de la décadence morale, de l'effondrement économique, de la défaite militaire et du prétendu effondrement spirituel de l'Allemagne. Et au lieu de remettre en question ces idées, il les incorpora comme des vérités qui confirmaient ce qu'il ressentait déjà, qu'il y avait une corruption interne qui devait être purgée, qu'il existait un ennemi infiltré qui devait être éliminé, et que l'avenir n'était possible que si l'intégrité du corps national était restaurée. Au même moment, la figure du martyr acquit pour lui un nouveau sens. Ce n'était plus seulement le soldat ou le saint, mais aussi le chef prêt à tout pour purifier son peuple, même si cela impliquait de détruire. Dans sa vie universitaire, il ne brilla pas académiquement, il ne se distingua pas non plus par son charisme ou sa capacité de leadership direct.
Il était plutôt introverti, méticuleux, obsédé par ses routines et extrêmement réservé. Malgré tout, il maintenait une vie intérieure intensément active, où chaque échec, chaque erreur, chaque désir réprimé alimentait un projet idéologique de plus en plus fermé, de plus en plus exclusif, de plus en plus radical. Dans son entourage, on le voyait déjà comme quelqu'un d'obsédé, d'excessivement rigide, mais au sein de certains groupes nationalistes, c'était précisément cette intransigeance qui le rendait intéressant. Il n'était pas un intellectuel, mais il était un croyant absolu. Il n'était pas un agitateur public, mais un disciple fanatique d'idées qui commençait à circuler avec plus de force dans les marges du nouveau nationalisme. Tandis que beaucoup de jeunes se distrayaient avec la politique passagère, il continuait d'écrire sur le destin racial, l'identité germanique, la nécessité de pureté et la construction d'un ordre nouveau. Et bien qu'il n'ait jamais occupé une place centrale parmi ses pairs, il montrait déjà un dévouement total à ses principes qui l'éloignaient du reste, marquant une voie de plus en plus rigide, dans laquelle le culte de la discipline et de l'obéissance commençait à prendre forme comme seul modèle possible. Parmi ses pensées les plus répétées se trouvait l'idée que la grandeur d'une nation ne pouvait pas dépendre de discours démocratiques, d'élections ouvertes ou d'accords entre partis, mais d'une volonté forte incarnée par des individus qui auraient une pureté interne et une vision morale inflexible. Cette croyance ne surgissait pas de lectures philosophiques complexes, mais de son environnement immédiat, des idées qui circulaient parmi les militaires retraités, les professeurs conservateurs et les étudiants déçus de l'état du pays. Dans ce terreau, il développait une vision manichéenne, où le chaos et la décadence ne pouvaient être combattus qu'avec l'ordre, la discipline et la pureté ethnique, même si à ce moment il n'osait pas encore l'exposer avec toute clarté. Malgré cela, dans ses écrits, on appréciait déjà des éléments qui feraient ensuite partie centrale de sa pensée, le culte de l'obéissance, l'obsession pour le sang et le mépris pour tout ce qu'il considérait comme faible ou impur. Un autre aspect clé de cette étape fut sa relation étroite avec son frère Gebhard, qui, à la différence de lui, réussit à exceller académiquement et à s'établir comme une figure publique avec une carrière respectable. Cette comparaison constante l'affectait profondément, car il se sentait éclipsé et moins réussi au sein de l'environnement familial qui valorisait l'excellence, la présence affirmée et la reconnaissance externe. Même s'il maintenait une relation proche, Heinrich vivait avec le sentiment qu'il devait prouver quelque chose, qu'il devait accomplir une mission distincte, plus transcendantale, même s'il ne savait pas encore comment ni quand. Ce besoin de se démarquer sans disposer d'outils sociaux ou politiques clairs renforça sa tendance à l'isolement, mais le poussa également à fantasmer sur des projets grandioses où lui, depuis une position cachée, pourrait devenir l'architecte d'une transformation profonde. Parallèlement, Himmler commença à s'intéresser de façon plus active aux mouvements paramilitaires et aux organisations de jeunesse d'orientation nationaliste. Bien que sa participation ne fût pas marquante, il maintint des contacts constants avec des groupes qui promouvaient la restauration de l'honneur allemand, le rejet des traités internationaux et la lutte contre tout ce qu'il considérait comme trahison interne. Il assistait à des défilés, écoutait des discours exaltés et commençait à admirer des figures qui parlaient avec fermeté de la nécessité d'expulser les éléments considérés comme étrangers au corps de la nation. Sa vision concernant les Juifs évolua également durant cette période, passant d'une méfiance héritée de l'atmosphère familiale à une conviction plus élaborée où il les identifiait comme des ennemis organiques de l'ordre, de la morale et de la race. Bien qu'il ne l'exprimât pas encore publiquement avec violence, ses écrits montraient déjà une construction mentale où l'antisémitisme n'était pas une opinion, mais une certitude. Le bureaucrate de l'horreur, premier pas dans la SS. En l'année 1930, Himmler avait déjà une position stable dans l'appareil du parti et se trouvait complètement absorbé par ses tâches au sein des rangs nationalistes. Tout en restant un homme discret dans le paysage public, il était convaincu que son travail administratif et sa fidélité absolue le rendaient indispensable. Son style de leadership, méticuleux et centré sur les plus petits détails, commença à prendre forme juste au moment où on lui donna le contrôle réel sur une organisation qui, jusqu'alors, n'avait qu'un poids symbolique, la SS. Cette même année, le groupe de la SS était encore une faction mineure au sein du mouvement, sans fonction claire ni structure solide. Elles étaient formellement subordonnées à la SA
et ne disposait pas d'autonomie réelle, ce qui frustrait Himmler, qui envisageait déjà un autre objectif pour cette unité. Son idée était de la transformer en un noyau fermé, soigneusement sélectionné, où chaque membre représenterait un mélange spécifique d'obéissance, d'apparence physique et de prédisposition idéologique. Dans ses paroles et ses écrits affleuraient déjà les premières ébauches de ce qu'il définirait plus tard comme un groupe racialement spécial qui se maintiendrait séparé du reste du peuple. À mesure que la SA grandissait de manière incontrôlée, Himmler insistait pour que la SS ne réplique pas ce modèle d'expansion désordonnée. Tandis que la SA recrutait par milliers et célébrait des événements de rue avec violence, il cherchait à ce que la SS reste petite, structurée et contrôlée depuis le centre. En de multiples occasions, il refusa d'accepter de nouveaux membres simplement parce qu'ils étaient nombreux. Pour lui, l'élément crucial n'était pas la quantité, mais la qualité. Et cette qualité devait être mesurée non seulement par leur apparence externe, mais par leur engagement envers les principes qu'il considérait déjà comme essentiels: obéissance, pureté ethnique et silence. Parallèlement à l'expansion contenue du corps qu'il dirigeait, il commença à mettre en œuvre une série de registres internes qui étaient inédits à ce moment-là. Il exigeait des formulaires détaillés, des dossiers personnels, des suivis constants et des autorisations préalables pour chaque activité. L'objectif était clair, que chaque individu au sein de la SS fût observé depuis son admission jusqu'à son comportement quotidien. En peu de temps, même les membres les plus anciens se trouvaient entourés de paperasses, de réglementations internes et de révisions périodiques. Son habileté d'organisateur trouva un soutien auprès de figures qui partagèrent ses méthodes. Il travaillait étroitement avec Darré et d'autres activistes de l'aile raciale qui défendaient l'idée que le pays nécessitait une nouvelle élite, non seulement politique mais aussi biologique. Cette idée pénétra profondément chez Himmler, qui commença à parler de la SS comme d'une sorte d'ordre racial qui se perpétuerait dans le temps à travers l'élevage sélectif, la surveillance des couples et une discipline de fer qui empêcherait le mélange avec le reste de la société. Aux yeux de beaucoup, cette vision semblait marginale, mais il la transformait en norme au sein de son groupe, sans besoin d'approbation externe. À cette étape, Himmler n'avait pas encore de poste formel au sein de l'appareil de sécurité de l'État, mais ses pas pointaient déjà dans cette direction. Il était convaincu que la surveillance ne devait pas rester aux mains de l'armée ni des polices traditionnelles, mais dans une structure parallèle, fidèle au parti et au projet racial. C'est pourquoi, lorsqu'il proposait de nouvelles nominations ou des rotations internes, il le faisait en pensant à cette double logique, efficacité bureaucratique et pureté idéologique. Certains le voyaient comme un employé de bureau exagéré, s'occupant de détails sans importance, obsédé par le contrôle des listes, des uniformes et des permis. Cependant, cette minutie était exactement ce qui le différenciait. Alors que d'autres dirigeants du parti basaient leur autorité sur la popularité ou sur l'usage de la violence, Himmler construisait son pouvoir à partir de l'administration, modelant des règles, des procédures et des rituels internes qui, avec le temps, lui donneraient un contrôle absolu sur ceux qui lui obéissaient. Un de ses objectifs constants était de réduire toute ambiguïté. Si quelque chose n'était pas par écrit, cela devenait suspect. Si un geste n'était pas autorisé, il devenait inacceptable, et si un doute n'était pas résolu par le haut, il devait être éliminé. Sous cette logique, sa structure de commandement devint plus hiérarchique, avec des intermédiaires de plus en plus disciplinés et des enregistrements de plus en plus exhaustifs. En moins de 3 ans, l'organisation qui avait commencé comme un groupe auxiliaire en vint à avoir sa propre logique interne, son propre système de sélection et une vision distincte du rôle qu'elle devait occuper dans le futur. Ce que d'autres réussissaient par des discours, ils l'établissaient par le règlement et la surveillance interne. La figure de Himmler n'était pas encore visible pour le public général, mais au sein du noyau le plus étroit du régime, il commençait à être perçu comme quelqu'un capable de transformer des concepts diffus en mécanismes opérationnels concrets. Son influence ne se construisait pas lors de rassemblements ni par des gestes théâtraux, mais par la gestion interne, formulaires, instructions écrites, procédures rigoureuses. Sous sa direction, la SS cessa d'être un groupe accessoire pour devenir une organisation avec un caractère propre, composée de membres qui non seulement portaient un uniforme distinct, mais agissaient, pensaient et répondaient selon une logique conçue depuis son bureau. Sa proximité avec Hitler, bien que limitée, se renforçait grâce à cette utilité.
Tandis que d'autres chefs se disputaient entre eux ou généraient des conflits, Himmler se contentait d'obéir. Il ne cherchait pas le devant de la scène, n'exigeait pas de place sur les listes, ni ne posait de conditions. Il ne demandait que de l'espace pour ordonner, du temps pour enregistrer et la permission de sélectionner. Cela était suffisant pour construire quelque chose qui, en apparence, semblait mineur, mais qui contenait déjà les éléments d'un pouvoir parallèle qui s'étendrait rapidement. Tandis que l'année 1931 avançait, Himmler était déjà convaincu que la SS avait besoin d'une structure solide et d'une fonction distincte de celle d'une simple unité décorative du parti. Il commença à concevoir une organisation avec des normes fermées, des hiérarchies strictes et des rituels pensés pour renforcer le sens d'appartenance. Quiconque aspirait à y entrer devait franchir des filtres personnels, familiaux et raciaux, et se soumettre ensuite à une formation basée sur l'obéissance sans condition. Il ne suffisait même pas d'être un fidèle national-socialiste si l'on ne satisfaisait pas aux exigences biologiques ou de conduite requises. L'idée centrale était de former une communauté fermée, où le lignage et le comportement seraient évalués selon une même logique. Il ne s'agissait pas seulement de sympathiser avec le mouvement ni d'obéir aux ordres, mais d'appartenir à une nouvelle caste pensée pour influencer l'avenir du pays. C'est pourquoi l'organisation interne commença à se diviser en unités spécifiques. Certaines contrôlaient la discipline interne, d'autres recueillaient des données sur les ennemis du régime, et d'autres encore se chargeaient de surveiller les membres eux-mêmes. Bien que la structure restât petite, Himmler exerçait un contrôle absolu. Il lisait les rapports, décidait des promotions, validait les admissions et ordonnait les expulsions. Chaque dossier passait par son bureau. Son désir de contrôle se traduisait par des enregistrements méticuleux sur la vie, le comportement et l'entourage familial de chaque membre. Tout faisait partie d'un fichier central, auquel lui seul avait un accès complet. Ce fut également à cette époque qu'il commença à pousser une idée qui deviendrait ensuite clé, la formation d'une élite raciale qui remplacerait les anciennes classes dominantes. Pour ce faire, il imposa des normes sur les mariages, les antécédents familiaux, la conduite privée et les liens personnels. Son critère était clair, toute déviation devait être détectée, enregistrée et corrigée. Avec le temps, les rituels se multiplièrent. Le serment à Hitler devint une condition non négociable d'entrée. Des dates symboliques, des normes de salutation, des formules d'adresse et des codes vestimentaires furent fixés. Himmler exigeait qu'ils fussent respectés à la lettre, et tout manquement était puni par des sanctions ou une séparation immédiate. Parallèlement, il poussait un processus de professionnalisation. Bien que la SS ne fût pas encore une force militaire à grande échelle, il introduisit des entraînements physiques et des normes strictes de discipline. Pour lui, il était indispensable que chaque membre comprît le rôle historique qui leur avait été assigné, au-delà de l'enthousiasme ou de l'obéissance. Il commença également à consolider des alliances au sein du parti. Bien qu'il manquât du charisme des autres dirigeants, son style réservé et sa capacité à construire des réseaux efficaces le rendirent précieux. Il savait occuper les espaces laissés par les disputes internes, et sa méthode fonctionnait surtout dans des zones où d'autres chefs échouaient à imposer l'ordre. Ce fut en Bavière que son contrôle s'affermit le plus rapidement. Il y appliqua rigoureusement son modèle de recrutement, organisa des événements avec discipline et obtint une reconnaissance même parmi ses adversaires. Sa combinaison d'ordre, de mystique et d'efficacité le distingua au sein du mouvement. Hitler le remarqua et lui donna la latitude de reproduire ce système dans d'autres régions. Dès lors, Himmler commença à agir comme si la SS était déjà une institution étatique, bien qu'elle restât encore sous le contrôle formel du parti. Il ordonnait que les rapports arrivent à l'heure, que les règles fussent appliquées de manière uniforme et que toute absence injustifiée fût sanctionnée par l'expulsion. Ce n'était pas seulement une manière d'imposer l'autorité, mais une stratégie pour construire un corps homogène qui pourrait opérer dans tout le pays avec la même logique. En 1933, quand Hitler prit le pouvoir, la SS avait déjà doublé son nombre. Bien qu'elles fussent plus petites que la SA, leur structure interne, leur loyauté sans faille et leur système de sélection strict leur donnaient une identité distincte. Elle n'était pas visible, mais cohérente, et c'est ce que Himmler offrit, une force disciplinée, sans ambitions individuelles ni leadership alternatif. Cette même année, il réussit à prendre le contrôle de la police politique de Bavière.
Bien qu'elle fît formellement toujours partie de l'État, son fonctionnement commença à être coordonné depuis les bureaux de la SS. Himmler y appliqua ses méthodes, surveillance constante, élaboration de listes, suivi des mouvements et préparation de rapports hebdomadaires. Ce fut son premier essai réel de contrôle total. À partir de ce moment, son rôle cessa d'être seulement organisationnel. Il avait construit un réseau capable de surveiller les ennemis, les membres du parti et même la population. Cette logique d'observation continue devint le modèle opérationnel qui s'étendrait ensuite au reste du pays. Il n'était plus seulement un fonctionnaire efficace, il était le chef d'une force qui commençait à opérer en toute indépendance. Bien qu'il répondît formellement devant Hitler, aucune de ses décisions n'était soumise à révision. Son autorité était pleine et ses normes s'imposaient dans chaque coin où la SS agissait. Ce qui avait commencé comme une petite unité d'escorte était désormais la colonne vertébrale d'une police interne en expansion. Ce changement ne fut pas immédiat, mais Himmler le visualisait déjà. Il parlait de fonder des écoles spéciales pour former des chefs, d'établir des critères de reproduction pour conserver la pureté du groupe et de transformer la SS en une entité qui irait au-delà du parti lui-même. Son projet n'était pas momentané, il cherchait à influencer l'orientation historique du pays à long terme. À la fin de cette année, sa figure était déjà connue dans les cercles du pouvoir. Non pas pour des discours ou des apparitions publiques, mais pour son efficacité silencieuse, pour la création de structures rigides, pour l'imposition de normes sans laisser de traces apparentes. Dans cette façon calculée d'opérer se trouvait l'origine de son ascension. Himmler construit un empire, l'État dans l'État. Alors que le calendrier avançait vers l'été de 1934, Himmler n'était plus simplement un organisateur efficace ni un chef discipliné d'un groupe d'escorte, mais une figure qui commençait à occuper des espaces de plus en plus larges au sein de la machinerie du régime. La consolidation de son influence devint évidente pendant les jours précédant ce qu'on appela la nuit des longs couteaux. Par des canaux discrets, Himmler et Heydrich transmirent des rapports à Hitler où il signalait qu'Ernst Röhm, chef de la SA, conspirait pour absorber la SS sous son contrôle. Bien que ces accusations ne fussent pas étayées par des preuves directes, elles furent présentées comme une menace grave qui exigeait une réponse immédiate. Ce fut alors que la purge fut exécutée. La nuit du 30 juin 1934 marqua le point de rupture. La SS participa à la détention et à l'exécution de dizaines de chefs de la SA, scellant sa loyauté directe à Hitler et éliminant ses rivaux internes. Le jour suivant, Himmler n'avait plus d'obstacles hiérarchiques au sein de l'appareil de sécurité du parti. Avec l'élimination de Röhm et d'autres chefs indésirables, la SS obtint une autonomie opérationnelle inédite. Hitler récompensa Himmler pour son rôle en lui accordant une plus grande marge de manœuvre. Ce fut dans ce contexte que l'accès de la SS à la police d'État se consolida. En premier lieu, Himmler fut nommé chef de la police de Bavière. Plus tard, ce pouvoir s'étendit au reste de l'Allemagne. La Gestapo, qui jusqu'alors répondait aux structures régionales, fut unifiée sous l'autorité de la SS, tout comme la police criminelle. Une architecture institutionnelle fut conçue où tout l'appareil de surveillance, de répression et de contrôle retombait, de fait, entre les mains de Himmler, bien qu'il fût formellement rattaché à des organismes étatiques. À travers son bras droit, Reinhard Heydrich, des réseaux de surveillance furent organisés, allant des informateurs locaux aux unités mobiles de répression. Tout était archivé, les données étaient croisées, des listes étaient élaborées et les arrestations étaient planifiées avec une précision chirurgicale. Parallèlement, Himmler modifiant la nature des camps de concentration. Ce qui avait initialement été des espaces de détention improvisés en vint à fonctionner comme des institutions de rééducation et de punition idéologique. Les éléments les plus arbitraires furent éliminés et des normes internes, des hiérarchies, des mécanismes de contrôle et de supervision furent imposés. Himmler ne cherchait pas seulement à punir les ennemis du régime, mais à les soumettre à un processus de transformation. L'obéissance n'était pas seulement exigée, mais construite à travers les coups, la surveillance et la dégradation continue. Ceux qui survivaient sortaient avec la volonté brisée ou transformée en pièces utiles pour le système. Les camps furent agrandis et professionnalisés. Dachau devint le modèle, tant dans son fonctionnement que dans sa structure. Des gardes étaient recrutés parmi les membres les plus engagés de la SS, des roulements étaient établis, des règles de discipline interne, et toute improvisation était interdite.
Chaque décision devait être enregistrée, chaque punition justifiée. Ce modèle de contrôle s'étendit également au système pénitentiaire commun. Himmler fit pression pour réformer les prisons, introduire des critères politiques dans la sélection du personnel et appliquer des mesures préventives contre ceux qu'il considérait potentiellement dangereux, même s'ils n'avaient pas commis de délit. La logique était claire. Plus que punir ce qui était déjà fait, il s'agissait d'anticiper toute forme de déviation. Cette idée de la prévention pour la sécurité du peuple fut l'une des pierres angulaires de la nouvelle approche. Des bases légales ambiguës furent créées qui permettaient d'incarcérer des individus sans jugement formel, sous l'argument que leur conduite future représentait un risque. Dans la pratique, cela transforma la police en juge et partie et dissolut la séparation entre droit pénal et surveillance politique. La loi cessait d'être une limite, elle devenait un instrument malléable entre les mains de l'appareil répressif. Himmler supervisait directement l'application de ces nouvelles directives et exigeait des rapports constants. Simultanément, un culte de l'obéissance absolue fut encouragé. Des manuels de comportement furent établis pour les membres de la SS, des codes de loyauté, des serments personnels à Hitler et des protocoles pour la vie privée. Ce qui importait n'était pas seulement ce qui était fait dans le cadre des fonctions officielles, mais aussi comment on vivait, avec qui on partageait le foyer, ce qu'on lisait, à quoi on consacrait le temps libre. La surveillance mutuelle était encouragée. Chaque membre devait observer ses compagnons, informer de toute déviation, aussi minime fût-elle. L'idéal n'était pas simplement celui du soldat obéissant, mais celui du fonctionnaire moralement impeccable, disposé à tout donner pour le Führer. Cette logique pénétra à tous les niveaux. Les promotions étaient décidées non seulement par le mérite opérationnel, mais par la pureté idéologique. Les antécédents familiaux, les relations personnelles, le niveau d'engagement envers l'idéal racial, tout était évalué. Himmler, entouré de cadres techniques et de bureaucrates fanatiques, lisait chaque dossier avant d'autoriser une promotion ou une admission. L'enregistrement systématique devint un composant central de l'engrenage. Des dossiers exhaustifs étaient réunis, les profils individuels étaient classifiés, les empreintes, les images, les rapports de comportement et les évaluations mentales étaient archivés. Rien n'échappait au contrôle documentaire. Cette fixation à tout avoir par écrit servait de base neutre pour justifier toute décision. Si quelqu'un devait être démis ou sanctionné, il suffisait de présenter son dossier. Cette apparence de rigueur technique dans chaque mesure disciplinaire fut l'un des piliers sur lesquels Himmler articula son appareil de contrôle. Durant ces années, Himmler se proposa non seulement de centraliser le contrôle policier, mais d'intégrer toutes les fonctions de répression, d'endoctrinement et de surveillance sous une seule hiérarchie. Pour y parvenir, il commença à fusionner des unités qui agissaient auparavant séparément. La police de sécurité et la police criminelle furent regroupées dans un bureau central, tandis que les structures régionales restèrent subordonnées à des directives uniformes. L'autonomie locale fut éliminée, des directeurs ayant une formation idéologique furent introduits et des délégués de la SS furent installés dans chaque administration. Il ne suffisait pas d'arrêter ou de surveiller, l'objectif était d'implanter une logique unique sur tout le territoire. Les rapports envoyés à Himmler étaient révisés un par un, corrigés lorsqu'ils s'écartèrent de la ligne et utilisés pour décider des transferts, des punitions ou des promotions. C'est ainsi que fut construit un système dans lequel chaque niveau rendait compte au suivant, sans vide d'autorité ni marge pour la dissidence. L'expansion de l'appareil policier ne fut pas une simple accumulation de fonctions, mais une restructuration orientée vers l'effacement de la distinction entre parti et État. Himmler considérait que la sécurité du régime ne pouvait pas dépendre de lois formelles, mais d'une surveillance proactive, basée sur des critères politiques. C'est pourquoi il encouragea la création d'unités qui agiraient sans restriction légale, comme les groupes chargés d'enquêter sur les opinions contraires au régime, d'enregistrer les activités culturelles, d'intervenir la correspondance ou d'infiltrer les associations civiles. Chaque action était légalisée a posteriori au moyen de décrets vagues qui accordaient une autorité spéciale à ceux qui agissaient au nom du peuple allemand. De cette manière, l'exception devint la norme. Ce qui, dans d'autres régimes, aurait été considéré comme un abus, était maintenant promu comme un devoir. Dans les discours internes, Himmler insistait sur le fait que la conscience était plus importante que le règlement. Parallèlement, un récit idéologique fut développé qui justifiait cette structure de pouvoir total. La SS n'était pas vue comme de simples corps armés, mais comme un ordre destiné à préserver la pureté du peuple.
Cette notion de mission historique était renforcée par des cours de formation, des cérémonies, des rituels et des lectures obligatoires. Des textes qui parlaient de lutte biologique, d'héritage racial et d'obéissance sacrée étaient sélectionnés. Himmler se présentait comme un guide moral, non comme un chef administratif. Il s'entourait de symboles, d'uniformes stricts, d'emblèmes et de serments, le tout dans l'intention de donner à la SS une identité propre, supérieure même à celle du parti. Cette même logique de foi appliquée aux structures de contrôle se transférait au camp, où les rapports internes devaient refléter des résultats concrets. Himmler exigeait de savoir combien de détenus avaient modifié leur conduite, combien étaient considérés comme des éléments exploitables, combien de tentatives de sabotage avaient été empêchées, et quel était le rendement physique de chaque groupe. Cette mentalité de productivité orientée vers la punition transformait chaque corps en une pièce fonctionnelle. Il servait s'il obéissait, s'il rendait, s'il pouvait être domestiqué. Ils étaient même classifiés par compétences, antécédents et niveau de réintégration possible. Le camp n'était plus un espace improvisé, mais un mécanisme poli, conçu pour transformer ou anéantir. Cette même logique était appliquée à la vie interne de l'appareil SS. Les mariages étaient évalués, les couples approuvés par des comités de sélection, les enfants enregistrés comme partie d'un projet eugénique. On s'attendait à ce que les membres reproduisent la race idéale, éduquent leurs enfants avec des valeurs de pureté et évitent toute déviation personnelle. Le corps SS n'était pas simplement une structure de commandement, c'était une communauté idéologique complète, avec ses propres normes, sanctions internes et échelles de pureté. Himmler se réservait le droit d'intervenir dans toute affaire personnelle de ses subordonnés. Il lisait des rapports sur les relations intimes, révisait les fiches médicales, suggérait des traitements et interdisait même certains liens familiaux s'il les jugeait inappropriés. Tout était soumis à une évaluation politique. Le concept de propreté interne ne s'appliquait pas seulement aux ennemis externes. Au sein même de l'appareil, des purges constantes étaient développées. Tout signe de doute, toute expression de faiblesse, tout contact avec des environnements non alignés pouvait être un motif d'enquête. Les officiers étaient évalués périodiquement, soumis à des examens de loyauté et exposés à des audits personnels. Les promotions étaient décidées non seulement par l'ancienneté ou l'efficacité, mais par la réputation morale au sein du corps. Ainsi, une structure fut générée où chaque individu devait se montrer plus loyal, plus engagé et plus vigilant que le précédent. Il n'y avait pas de place pour la neutralité, l'initiative idéologique était exigée. Cette logique de compétition par l'obéissance fut l'un des piliers qui soutinrent le modèle. Avec cet appareil en fonctionnement, Himmler avait réussi ce que peu avant lui avait fait, fusionner le parti, l'État et le corps idéologique en une structure opérationnelle unique. Il contrôlait la police, les camps, les tribunaux internes, la formation idéologique, la politique raciale et la vie privée de milliers d'individus. Personne d'autre dans le régime ne possédait un pouvoir aussi étendu et en même temps aussi invisiblement articulé. Hitler lui faisait confiance non par charisme ni par capacité militaire, mais par sa méthode. Himmler n'improvisait pas, ne discutait pas, n'exposait pas ses plans publiquement. Il les exécutait simplement et les perfectionnait jour après jour. C'est ainsi que se consolida son rôle d'architecte du système répressif et de figure centrale d'un modèle de domination qui n'avait pas besoin d'applaudissements pour se maintenir, seulement de surveillance, d'archives et d'obéissance. L'ingénieur de l'extermination, guerre et solution finale. Le bureau de réinstallation qu'il dirigeait possédait des structures parallèles à l'État, avec des agents chargés de chaque phase. Identification, sélection, transport, emplacement et surveillance. Il ne s'agissait pas d'intégration, mais de substitution. Dans ses instructions internes, il insistait sur le fait qu'il ne suffisait pas de déplacer des personnes. Il fallait transformer l'environnement jusqu'à éliminer toute trace de la culture antérieure. Dans ce contexte, les Juifs étaient considérés par Himmler comme une menace permanente qui devait être contenue et isolée. Il supervise personnellement les rapports sur Lodz, Varsovie et d'autres centres urbains. Il ordonna de fermer des quartiers, d'ériger des murs, de limiter l'accès à l'eau et aux aliments, et de contrôler chaque mouvement de ceux qui restaient à l'intérieur. Il le faisait avec un langage administratif, demandant des statistiques, des cartes, des croquis et des calendriers de fermeture. Sa préoccupation n'était pas humanitaire, mais logistique et sanitaire.
Les ghettos devaient fonctionner comme des dépôts de population en attente de décisions majeures. À mesure que le front oriental s'étendait, Himmler envoya des unités spéciales, les Einsatzgruppen, derrière les troupes. Ces groupes n'agissaient pas de façon autonome, ils recevaient des ordres précis et rendaient compte de chaque exécution. Leur fonction était d'identifier, d'isoler et d'éliminer ceux qui représentaient, selon son critère, un danger racial et idéologique. Himmler recevait des rapports détaillés avec des chiffres, des noms et des lieux. Il approuvait leurs méthodes, validait leurs résultats et n'objecta jamais au nombre croissant de victimes. Dans ses discours internes, il félicitait l'efficacité et l'esprit de sacrifice de ses commandos. Quand il fut décidé d'intensifier les massacres, les ordres ne furent pas donnés par improvisation, mais avec planification et structure. Himmler autorisa l'usage de camions à gaz, l'adaptation d'installations et la création de fosses communes. Il visite personnellement certaines zones, non pour freiner les crimes, mais pour confirmer leur exécution. Dans ses annotations, il se référait à ces actes comme des « opérations spéciales », et sa principale préoccupation était d'éviter les fuites qui pourraient affecter le moral ou l'image extérieure du régime. L'étape suivante fut d'organiser un système plus industrialisé. Himmler approuva les plans pour créer des centres permanents où les exécutions seraient remplacées par des méthodes plus rapides et systématiques. Le choix de lieux comme Auschwitz ne fut pas le fruit du hasard. Il s'agissait de sites stratégiques avec accès ferroviaire, isolement géographique et possibilité d'expansion. Il donna des instructions pour que la SS s'occupe de leur gestion directe, sans interférence militaire ou civile. Il exigeait des rapports quotidiens et évaluait leur rendement comme s'il s'agissait d'usines. Durant les premières phases, il inspecta des plans, assigna du personnel et révisa des budgets. Il ne délégua pas la gestion générale, il maintint ses hommes les plus proches à la tête du projet. Il ordonna l'agrandissement de chambres, la construction de crématoires et l'organisation du travail esclave au sein du même complexe. Pour Himmler, les camps n'étaient pas seulement des lieux d'élimination, mais des espaces de production, de rééducation et de punition, le tout sous un même modèle. En avançant dans la guerre, il consolida un réseau qui connectait les ghettos, les gares ferroviaires, les camps de transit et les centres d'extermination. Il ne s'agissait pas d'opérations isolées, mais d'un circuit fermé. Chaque train, chaque liste, chaque chargement humain suivait un schéma défini. Il contrôlait le système au moyen d'une structure pyramidale dans laquelle chaque niveau devait rendre des comptes. Il recueillait des données, demandait des graphiques, comparait des chiffres et exigeait des solutions lorsque le rythme des déportations diminuait. Dans les rapports internes, il parlait de liquidation, de réinstallation ou de processus spéciaux, mais tous savaient ce que ces termes signifiaient. Himmler encourageait l'usage de ce langage opaque pour maintenir le contrôle sans ouvrir de fissures. Quand un officier montrait des doutes, il le remplaçait sans discussion. Il valorisait l'obéissance et la discrétion par-dessus l'initiative. Son modèle de gestion ne récompensait pas l'innovation, mais l'exécution rigoureuse de ses mandats. En 1942, lorsqu'il devint clair que l'extermination serait la voie définitive, Himmler centralisa encore plus les décisions. Il limita la marge de manœuvre des gouverneurs civils dans les territoires occupés, subordonna les ressources à la SS et renforça le réseau de transport pour assurer que les trains circulassent avec la régularité prévue. Face à des problèmes logistiques, il ordonnait de nouvelles constructions ou la redistribution de ressources. Il n'admettait pas de retard. Les camps d'extermination furent également la scène de ses idées sur le travail forcé. Il créa des divisions chargées d'employer les prisonniers jusqu'à la limite de leurs forces. Il supervisa des contrats avec des entreprises, fixa des rythmes de production et dicta des châtiments exemplaires pour ceux qui ne s'exécutaient pas. Il ne faisait pas de différence entre l'utilité économique et l'objectif idéologique. Les deux devaient être atteints en même temps. Dans son modèle, la valeur d'un détenu se mesurait exclusivement par sa capacité immédiate à produire, sans prévision de permanence ni option de subsistance prolongée. Lors de ses visites ponctuelles dans les camps, Himmler évitait toute exposition publique, mais exigeait des démonstrations précises du fonctionnement général. Il ne voulait pas de rapports vagues, ni de scènes improvisées. Il ordonnait au commandant de présenter des données concrètes. Chiffres de rotation, protocoles disciplinaires, évolution du travail esclave et niveau d'efficacité. Seuls les résultats opérationnels l'intéressaient, pas les histoires individuelles.
Il insistait sur la propreté visuelle, la ponctualité dans les rapports et l'application immédiate de sanctions lorsque des défaillances logistiques ou des déviations du règlement étaient détectées. Chaque aspect devait être conforme au modèle qu'il avait lui-même dicté depuis ses bureaux. Dans ses discours devant les officiers de la SS, il justifiait la tâche comme une mission historique qui exigeait une froideur émotionnelle, soulignant que la valeur du subordonné ne résidait pas dans la compassion, mais dans la capacité à exécuter des ordres sans hésiter. Ce récit devint partie intégrante de la formation doctrinale. Himmler supervisa la rédaction de manuels internes qui établissaient des protocoles pour les exécutions, l'utilisation du zyklon B, la sélection sur les rampes et le contrôle des cadavres. Tout devait être réalisé avec efficacité et sans générer de problèmes secondaires. Dans les rapports sur l'occupation de l'Ukraine et de la Biélorussie, Himmler demandait des statistiques détaillées des Juifs éliminés, l'organisation des camps auxiliaires et l'avancement de la colonisation. Sa vision ne se limitait pas à l'élimination d'une population, elle envisageait la transformation complète du territoire. Il soutenait la création de villages modèles où des familles allemandes s'installeraient sous supervision SS. Il distribuait des terres, assignait des ressources et envoyait des inspecteurs pour garantir la bonne application du plan. Avec le passage du temps, l'accumulation de prisonniers dans les camps exigea une réorganisation. Himmler ordonna d'agrandir les installations, de construire de nouveaux crématoires et d'accélérer les processus. Il introduisit des doubles équipes d'incinération, la mécanisation des tâches et la réutilisation des matériaux. Il renforça la hiérarchie interne du camp pour éviter les désordres. Les capos étaient sélectionnés selon des critères d'utilité, de loyauté et d'efficacité. Il s'agissait de maintenir le contrôle absolu sans détourner de ressources militaires. À Auschwitz, Himmler maintint une communication directe avec Heuss et les techniciens chargés de la conception des installations. Il autorisa des budgets, approuva des schémas et surveilla l'avancement des travaux. Il ne permettait pas de retard. Tout obstacle devait être résolu sans affecter le rythme général. La ligne ferroviaire interne, les accès aux chambres et la disposition des baraquements suivaient des schémas qu'il approuvait personnellement. Il réclamait des rapports photographiques, des plans et des simulations de flux humains pour maximiser l'efficacité. La sélection sur les rampes fut institutionnalisée sous ses ordres. Les trains étaient évalués à l'arrivée et, immédiatement, les déportés étaient séparés selon des critères d'âge, de santé ou d'aptitude physique. Ceux qui n'étaient pas utiles étaient envoyés directement aux chambres. Himmler n'avait pas besoin d'en être témoin, les données lui suffisaient. Il établit des standards sur combien de temps l'opération devait durer, combien d'hommes étaient requis par équipe, combien de vêtements étaient récupérés et comment les objets personnels étaient réutilisés. Le pillage faisait également partie du système. Himmler coordonna avec le ministère des Finances et avec les institutions du Reich le traitement de l'or dentaire, des bijoux, des devises étrangères et des biens personnels des victimes. Des entrepôts, des listes d'inventaire et des systèmes de distribution furent organisés. Rien ne devait être perdu. Il assigna des officiers pour superviser le transport de ces biens vers Berlin, et chaque lot devait être accompagné de documentation vérifiable. Parallèlement, les camps se multipliaient en d'autres points. Sobibor, Belzec, Treblinka, Majdanek. Chacun suivait une logique commune, mais avec des particularités adaptées au terrain. Himmler validait les décisions concernant l'emplacement, les matériaux, le personnel et les méthodes. Il ordonna des rotations pour éviter la fatigue psychologique chez les exécuteurs et instaura des cérémonies de reconnaissance pour maintenir le moral au beau fixe. L'extermination n'était pas improvisée, elle était gérée comme une politique d'État sous son commandement direct. Lors de son inspection en 1943 à Sobibor et dans d'autres camps opérationnels, Himmler ne cherchait rien à changer, seulement à vérifier que tout était exécuté comme prévu. Il révisa l'état des gares d'arrivée, la disposition des baraquements et le rythme du processus de sélection, exigeant qu'il n'y ait pas d'interruption ni de retard pour des raisons techniques. Il donna des ordres pour renforcer les zones où il détecta des défaillances mineures et demanda que les méthodes les plus rapides fussent appliquées dans d'autres centres similaires. Les conditions du terrain, les épidémies ou l'excès de détenus n'étaient pas des motifs valables pour freiner le fonctionnement. Tout devait continuer sans déviation. Dans les mois suivants, il redoubla d'efforts pour maintenir le système en marche malgré les difficultés de transport, les sabotages et les attaques partisanes.
Il ordonna la réparation des voies ferrées, l'utilisation de trains alternatifs et la distribution plus agile des ressources. Il établit des connexions entre les camps pour redistribuer la charge humaine selon la capacité d'exécution. Il ne tolérait pas les retards. Les responsables étaient pressés de maintenir le flux d'extermination. Simultanément, il poussa l'expansion des entreprises liées au travail esclave. Il assigna des terrains, réorganisa les fonctions des camps annexes et coordonna avec les usines du Reich la fourniture de main-d'œuvre. Les contrats incluaient des clauses sur l'usure humaine, les temps de remplacement et la responsabilité en cas de décès. La SS n'était pas un simple fournisseur de travailleurs. Elle exigeait des contreparties, des paiements, des infrastructures et la subordination à ces normes. Dans les territoires occupés, Himmler ordonna l'exécution de communautés entières sous le prétexte de collaborationnisme, de sabotage ou de mesures préventives. Les massacres de villages complets étaient justifiés comme des actes de nettoyage pour assurer le contrôle. Les rapports parlaient d'hommes, de femmes et d'enfants éliminés en un seul jour. On utilisait des mitrailleuses, des lance-flammes ou simplement on incendiait des maisons. Himmler demandait que ces actes fussent enregistrés mais non divulgués pour éviter des réactions internes. Le système qu'il avait construit n'était pas statique, il adaptait les méthodes, introduisait des innovations et répondait avec fermeté à toute résistance. Il maintenait son réseau de surveillance sur les officiers pour éviter les déviations. Lorsqu'un d'entre eux montrait des signes de doute, il était remplacé ou transféré. Il ne suffisait pas d'obéir, il fallait démontrer une adhésion totale à la logique imposée depuis son bureau. Le traître du Führer, ambitions finales et négociations secrètes. Durant les mois postérieurs à la tentative d'assassinat contre Hitler en juillet 1944, Himmler tenta de se positionner comme la figure capable de maintenir la cohésion du régime pendant que d'autres tombaient en disgrâce. Cependant, sa manœuvre fut vue avec méfiance même au sein des cercles du pouvoir, car sa réaction ambiguë face à l'attentat souleva des soupçons. Et bien qu'il joua un rôle dans l'enquête ultérieure et dans la répression des impliqués, sa proximité avec certains secteurs militaires finit par affaiblir son image de loyauté inconditionnelle, ce qui dans l'entourage du Führer ne se pardonnait pas facilement. Ce fut à ce moment que Martin Bormann intensifia son influence dans l'environnement immédiat de Hitler, déplaçant de plus en plus Himmler des décisions clés et l'isolant graduellement des canaux politiques réels où il avait autrefois régné avec autorité. Pour maintenir sa pertinence, Himmler opta pour assumer de nouvelles fonctions liées au front intérieur et à la mobilisation totale, ce qui inclut la direction de la milice populaire connue sous le nom de Volkssturm et une participation plus visible dans les affaires du ministère de l'Intérieur. Cependant, ses compétences commencèrent à se heurter à d'autres structures étatiques et militaires qui ne répondèrent pas directement à son autorité, ce qui l'obligeait à justifier constamment son utilité auprès de Hitler, tandis qu'en parallèle, il tentait de se montrer comme la seule figure dotée d'une vision organisationnelle au milieu du chaos qui s'intensifiait sur tous les fronts, surtout lorsque l'offensive soviétique commença à avancer de façon irréversible vers le cœur du Reich, ce qui accrut son urgence d'intervenir à tous les niveaux de décision, sans toutefois réussir à consolider une nouvelle position dominante. Sa figure publique, auparavant présentée comme l'incarnation de l'ordre et de la discipline, perdit de son impact aux yeux d'une population qui ne croyait plus aux promesses. Et bien qu'il maintint son réseau d'influence au sein de la SS, sa voix commença à être ignorée dans les décisions militaires stratégiques, ce qui marque le début d'un déclin accéléré. Dans ce contexte, Himmler commença à explorer des canaux discrets pour établir un contact avec les ennemis du Reich, autorisant des initiatives indirectes par l'intermédiaire d'émissaires de confiance, dont certains maintenaient des liens avec les services de renseignement suédois ou avec certains représentants neutres, dans une tentative d'ouvrir de possibles voies de négociation qui lui permettraient de sauver son héritage politique ou même d'assumer un rôle dans un éventuel gouvernement de transition, ce qui contredisait de façon frontale la doctrine de résistance totale que le régime continuait de proclamer. Au printemps de 1945, lorsque les troupes alliées se trouvaient déjà à l'intérieur du territoire allemand et que l'effondrement était évident, Himmler renforça ses contacts par l'intermédiaire de personnes comme le comte Bernadotte, vice-président de la Croix-Rouge suédoise, qui l'autorisa à transmettre des messages adressés aux gouvernements occidentaux, dans lesquels il suggérait sa disponibilité à faciliter une reddition partielle ou même à collaborer à la reconstruction de l'Europe sous un nouvel équilibre politique, sans l'idéologie nationale-socialiste, mais dans le but de freiner l'avancée du communisme.
Cette proposition fut non seulement rejetée sans appel par les Alliés, mais finit également par parvenir aux oreilles de Hitler par l'intermédiaire de son entourage le plus proche, ce qui précipita la rupture définitive entre les deux hommes, scellée par l'ordre catégorique qui le dépossédait de toutes ses fonctions et le transformait de facto en un traître au service d'intérêts étrangers à la cause qu'il avait juré de défendre. Après avoir été écarté, Himmler tenta d'agir pour son propre compte comme s'il disposait encore d'autorité et commença à manœuvrer au sein de la structure de la SS pour protéger sa position personnelle. Cependant, les canaux de pouvoir réels ne répondaient plus à ses ordres et ses interlocuteurs évitaient de s'associer à lui, sachant que son lien avec Hitler était définitivement rompu. Et tandis que certains de ses subordonnés continuaient d'opérer par habitude ou par crainte de représailles, son isolement politique était évident, tant au siège central de la SS que dans les cercles qui avaient autrefois gravité autour de sa figure, ce qui l'obligeait à prendre des décisions improvisées sans soutien réel, comme s'il tentait de conserver l'illusion du contrôle pendant que l'effondrement du régime s'accélérait sur tous les fronts. Ayant appris sa trahison, Hitler ordonna son renvoi immédiat, lui retirant tous les titres et interdisant tout contact avec lui de la part des unités de l'armée et de la SS, ce qui le laissa complètement exclu du système qu'il avait contrôlé pendant des années. Et bien qu'il continuât à se déplacer durant les jours suivants, ceux qui lui obéissaient auparavant ne répondaient plus à ses messages, ni ne voulaient se lier à ses mouvements. Et tandis que les documents sur sa destitution circulaient parmi les dernières unités du Reich, ses tentatives de reprendre contact avec les commandants intermédiaires furent ignorées ou répondues par des évasions, ce qui l'amena à limiter ses déplacements et à se cacher dans des maisons rurales ou des installations mineures où restaient encore des subordonnés qui n'avaient pas été informés officiellement de sa chute. Suicide et silence final. Alors que Berlin se réduisait à un squelette fumant et que les restes du régime se dispersaient à travers l'Allemagne, Heinrich Himmler abandonna son poste et se mêla aux décombres, sans le pouvoir qu'il avait accumulé pendant plus d'une décennie. Il se déguisa en simple soldat, couvrit son visage de lunettes rondes et de documents falsifiés qu'il identifiait comme le sergent Heinrich Hitzinger, avec un bandage improvisé sur une blessure et sans un signe qui trahirait son ancien grade. Il n'était pas seul. Il était accompagné de Grothmann et Macker, également déguisés et avec la même crainte d'être capturés. Ils traversèrent des champs et des villages, évitant les contrôles et cherchant un lieu sûr sous l'occupation alliée, avec l'incertitude de négocier, de disparaître ou simplement de survivre. Pendant plusieurs jours, ils avancèrent sur des chemins ruraux parmi les réfugiés, les prisonniers libérés et les restes dispersés de l'armée, évitant les villes et dormant dans des étables ou des ruines, feignant d'être ceux qu'ils n'étaient pas. Leurs documents étaient contestables et leur conduite éveillait des soupçons. Le 21 mai, près de Bremervörde, une patrouille de la 8e armée britannique les arrêta pour inspecter d'éventuels officiers de haut rang. À première vue, ils ne suscitaient pas de soupçons, mais l'attitude évasive du groupe, le refus de laisser vérifier les papiers et leur nervosité lors de l'interrogatoire initial provoquèrent leur rétention. Ils furent transférés à un centre de détention temporaire à Westertimke, où les Britanniques entamèrent une vérification plus rigoureuse. Pendant la fouille corporelle, ils trouvèrent une petite fiole enveloppée dans un tissu parmi les vêtements de Himmler, qui ne fut pas inspecté dans sa bouche. Cette même nuit, il fut transféré avec ses compagnons à Lunebourg pour un interrogatoire plus poussé par des agents du contre-espionnage britannique. Durant la révision médicale routinière précédant l'interrogatoire, Himmler s'identifia soudainement avec son vrai nom, déconcertant les officiers. Sans temps pour le vérifier et avec des mouvements précis, il brisa avec les dents la capsule cachée entre ses molaires et l'ingéra sans hésiter. La scène fut immédiate et violente. Il s'effondra sur le sol avec des convulsions, de la bave à la bouche, les muscles tendus et les yeux révulsés. Les Britanniques tentèrent désespérément de le réanimer, appliquant des manœuvres maladroites de premier secours sans savoir exactement quelle substance il avait ingérée. Himmler, l'homme qui avait contrôlé un appareil de mort industriel, s'asphyxiait sur le sol d'une baraque sous la garde de ses ennemis. Il mourut là même, sous le regard perplexe des officiers britanniques, sans révéler de secret, sans confesser de crime, sans permettre que personne ne lui arrachât le moindre mot. Le corps inerte fut examiné par des médecins militaires, et son identité confirmée au moyen de traits physiques univoques et des faits personnels trouvés parmi ses vêtements.
La nouvelle fut accueillie avec un mélange d'incrédulité et de soulagement parmi les hauts commandements alliés. Il n'y aurait pas de procès, il n'y aurait pas d'interrogatoire. L'architecte du système d'extermination avait échappé à son propre jugement, comme il avait échappé pendant des années au poids des lois internationales. Il mourut comme il avait vécu, en gérant chaque étape, en contrôlant même sa fin. Les Britanniques furent alors confrontés à une décision inconfortable. Que faire du corps d'un criminel que le monde entier désirait voir assis devant un tribunal? L'option de montrer publiquement le cadavre fut écartée. Une stratégie de disparition définitive fut adoptée. Le corps fut éliminé sans cérémonie, sans croix, sans nom. Seule une poignée d'officiers britanniques connut la dernière demeure et ils ne laissèrent aucune trace. Le fait fut enregistré de manière succincte et ne fut jamais inclus dans aucun rapport officiel. L'endroit exact demeure un secret enterré avec ceux qui le gardèrent. Cette clôture fut intentionnelle. Himmler n'aurait pas de tombe qui pourrait devenir un objet de culte ni une cible de vengeance. L'homme qui avait cultivé une image de chef incontesté et avait exigé des loyautés absolues termina sa vie comme fugitif, caché, sans droit à une sépulture connue. Son histoire ne se termina pas par des mots ni par des sentences, mais par une disparition planifiée, conçue pour effacer sa figure de l'espace public. Les conséquences de sa mort immédiate furent profondes. Le procès de Nuremberg, qui commencerait des mois plus tard, devrait reconstruire son implication dans les crimes sans son témoignage. Les procureurs durent présenter des documents, des ordres signés, des déclarations d'autres accusés, pour démontrer ce que Himmler n'arriva jamais à reconnaître à voix haute. Dans les rapports alliés, sa mort fut décrite dans un langage clinique, sans fioriture, comme une note de plus parmi tant d'autres de l'effondrement du Troisième Reich. Mais pour ceux qui avaient souffert sous sa machinerie répressive, le fait qu'il mourut sans faire face à ses victimes ni expliquer ses actes laissa un sentiment de vide que même la punition symbolique ne put combler.